un très grand plaisir et un honneur d'introduire le professeur Catherine Lano de l'Université de Liège, qui a publié surtout, au début, je crois, sur l'histoire de l'immédiat après-guerre et les relations, donc, comment les représentations de la France en Belgique francophone. Après, elle a travaillé aussi sur l'histoire politique, les droites radicales en Belgique et en Europe. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est l'histoire un peu de l'image, donc l'histoire de la représentation, les représentations iconographiques et audiovisuelles aussi, dans un ouvrage qui s'appelle « Quand l'image démobilise ». C'est un ouvrage paru en 2015 et qui parle, le lien que j'ai vu avec aujourd'hui, c'est que ça parle aussi un peu de mouvement de protestation, mais de protestation des enseignants en Belgique en 95-96, qui est donc très 1900. 95-96, qui est donc très loin du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc 19e siècle. Et je passe la parole à Catherine Lano. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Alors, le titre est volontairement un peu provocateur et on m'a aussi dit que je devais, en termes de débit, essayer d'être relativement souple. Donc, je regarderai autour de moi les regards inquiets et j'en tiendrai compte. Alors, plusieurs générations de petits Belges ont appris, que ce soit dans leur manuel scolaire ou à travers la lecture d'ouvrages historiques de vulgarisation, que les Luxembourgeois étaient leurs frères, injustement séparés d'eux par les traités de 1831-1839. Le poète et homme politique catholique Pierre Nothomb, descendant de Jean-Baptiste Nothomb, dont on va reparler, a beaucoup contribué à cette lecture de l'époque révolutionnaire, et son livre, Le Drame de 1839, d'où le titre, est devenu une sorte de classique en la matière. Il y a 100 ans, exactement, les arguments de type historique exaltant le passé commun des Belges, des Luxembourgeois, ont servi toute une propagande expansionniste grand-belge qui, toutefois, a eu bien du mal à convaincre les alliés à la conférence de paix. Or, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, si la participation du Luxembourg à la Révolution belge est un fait, il serait erroné de croire qu'elle était provoquée par les mêmes causes que dans les autres provinces. Et puis, c'est l'occasion de faire aussi un petit peu d'histoire des relations internationales, ou d'histoire diplomatique, comme on disait précédemment, parce que le cas luxembourgeois a été un casse-tête diplomatique à la conférence de Londres. On viendra aussi sur la place du Luxembourg dans les débats tenus à Bruxelles, que ce soit au Congrès national ou par la suite dans les chambres élues Parlement belge. Alors, c'est au milieu du XVe siècle que le duché de Luxembourg, qui est un comté devenu un duché, échoit au duc de Bourgogne, et en l'occurrence à Philippe le Bon, dont les États, donc l'Assemblée provinciale, les États luxembourgeois reconnaissent la légitimité. Les ducs de Bourgogne vont constituer un ensemble Pays-Bas dont le Luxembourg historique fait partie et qui, sous Charles Quint, devient le cercle de Bourgogne au sein de l'Empire germanique. 1549, par la pragmatique sanction, ce bloc est destiné à être transmis d'un seul tenant en héritage et donc à ne pas pouvoir être démembré. Le Luxembourg fait partie des Pays-Bas espagnols, puis après 1715, 1713, 1715, des Pays-Bas autrichiens, mais il subit à ce moment-là une réduction territoriale au profit de la France en 1659. Au traité des Pyrénées, c'est la perte des régions de Thionville et Montmédy notamment. Toutefois, aller vite en besogne, au moment où éclate ce qu'on a appelé la Révolution belgique, ou la Révolution brabançonne, et là, 1787-1789, qui est menée contre les réformes administratives, religieuses, judiciaires de l'empereur Joseph II, le Luxembourg ne se soulève pas. Au contraire, c'est au Luxembourg que l'armée autrichienne reflue, en réalité, dans l'attente de jours meilleurs, qui viendront partiellement, et le duché ne participe pas à la courte expérience confédérale de ce qu'on a appelé les États Belgiques unis. Alors il y a un débat entre les historiens luxembourgeois, et j'en ai un justement ici que j'ai relu, sur l'impact des réalités matérielles et géographiques sur cette non-participation.
quand on lit Gilbert Troche, il souligne la séparation physique entre le Luxembourg et les autres principautés, en parlant de l'existence de ce massif ardennais, en parlant aussi du territoire de la principauté de Liège, qui vient un peu casser les choses, mais Michel Pauly rappelle aussi qu'il existait par ailleurs toute une série de voies de communication et un réseau routier qui était relativement efficace, donc on peut contester ou discuter en tout cas cette réalité. Quoi qu'il en soit, on peut se demander aussi quel est l'impact d'une réalité linguistique et culturelle double sur les événements de cette époque. C'est une question. Tous les spécialistes s'accordant néanmoins à dire que le facteur majeur réside dans l'absence d'entraînement par le clergé local, à l'inverse de ce qui se passe dans le reste des Pays-Bas à l'époque, où on a un clergé qui est très puissant, qui est très remonté contre toute une série de mesures prises par Joseph II, à commencer par l'édit de tolérance, et qui conduit finalement à cette révolte. Le Luxembourg, du point de vue religieux, dépend d'évêchés divers, Trèves et Liège pour les principaux. Et donc on a un clergé qui est beaucoup moins actif, beaucoup moins réactif, et qui a aussi historiquement davantage l'habitude d'être soumis aux autorités civiles que ne l'est le clergé du reste des Pays-Bas, et qui donc ressent sans doute moins ce choc que représentent les volontés de réforme de Joseph II en la matière. Alors la révolution brabançonne, elle est concomitante de la révolution française. L'arrivée et l'installation durable des troupes françaises dans le Luxembourg date de 1794. On retient la victoire des troupes de Jourdan à Arlon en avril 1794. Toute une série d'incidents extrêmement graves qui se déroulent, notamment des massacres de civils, parce que ces civils étaient armés, à Budelange quelques semaines plus tard. La citadelle va tenir jusqu'en juin 1795 au prix d'un siège relativement éprouvant. Alors, certaines parties du duché à ce moment-là sont administrativement rattachées au département, puisqu'on va bien parler de département à ce moment, au département de Lourdes, chef-lieu est Liège, ou au département de Sambre-et-Meuse, dont le chef-lieu est Namur, mais l'essentiel du territoire, sur cette carte, constitue le poétique département des forêts. Alors l'histoire du Luxembourg sous la période française, elle se confond avec celle d'autres régions de même nature, régions rurales, plus pauvres, de cet espace Pays-Bas, avec toute une série de mesures qui sont prises et qui viennent heurter les réalités locales, la politique anticléricale, avec cette fois une résistance du clergé. En revanche, la présence de fonctionnaires importés, systématiquement étrangers à la région et non germanophones par ailleurs. Ce qui est vrai un peu partout, c'est la disparition de toutes les institutions et coutumes ancestrales auxquelles les populations étaient singulièrement attachées. Une politique fiscale aussi qui est très mal reçue, et bien sûr la conscription que la majorité des habitants vit extrêmement mal. Alors Gilbert Troche a montré en quoi la révolte très vite et très durement réprimée contre la conscription, qui est connue sous le nom de guerre des Gourdins, a posteriori été relue et, nous dirait-on aujourd'hui, un peu instrumentalisée par l'État luxembourgeois post-1839 comme une pré-manifestation ou une première manifestation de type identitaire ou national, ce que lui considère d'ailleurs comme une forme d'anachronisme. En 1814, l'Empire napoléonien est défait par une large coalition européenne. Le but des Alliés, on le sait, est de constituer une barrière solide contre la France afin d'éviter tout retour offensif français possible. On ramène la France à ses frontières de 1792, et même après le fameux épisode des 100 jours en 1815, le deuxième traité de Paris, à celle de 1790, et on confie à Guillaume d'Orange-Nassau, qui est le fils du dernier dirigeant, du dernier stadtholder des Provinces-Unies, un royaume des Pays-Bas, qui comprend à la fois les anciennes provinces septentrionales et les anciennes provinces méridionales, les anciennes provinces méridionales étant les provinces belges, en ce compris d'ailleurs l'ex-principauté de Liège. C'est l'origine donc de ce royaume, on lit parfois royaume uni des Pays-Bas ou royaume des Pays-Bas. Qu'en est-il du Luxembourg à ce moment? Il n'est pas considéré à Vienne
comme une province belge au sens strict, dans le sens où, après moult débats et discussions, il va constituer une compensation accordée au même souverain, qui est donc Guillaume, pour la perte de toute une série de principautés allemandes qu'il possède, ces principautés étant attribuées à la Prusse. Il y a 4 principautés vassaux qui sont ainsi cédées. Et cette cession d'un Luxembourg érigé en grand-duché à ce moment-là s'effectue à titre personnel. Alors, à mon avis, on ne lit pas grand-chose, c'est un peu serré, c'est l'article 67 du traité de Vienne. Guillaume pouvant choisir de l'octroyer en héritage à son fils cadet, pense-t-on, ce qu'il ne fera pas, en définitive. Et donc, pour que Guillaume demeure prince allemand, il a perdu ses principautés ce faisant, mais surtout pour que la forteresse de Luxembourg soit confiée à des gens sérieux, à une garnison prussienne expérimentée, le Grand-Duché est incorporé dans la Confédération germanique. Et il endosse de cette manière certains devoirs, notamment fiscaux et militaires. Alors, du point de vue territorial, je reviens à la carte, le duché historique est amputé de toute une série de territoires à l'est de l'Our, de la Sûre et de la Moselle, du côté de Schleiden, du côté de Saint-Vith, du côté de Bitburg, et toute une série de villages de la Moselle, au profit de la Rhénanie prussienne, ce qui représente approximativement 50 000 habitants de 1000 km². En revanche, il intègre le duché de Bouillon, qui, anciennement indépendant, va donc intégrer le Grand-Duché, et en 1818, le territoire gagne certains bouts de territoire des provinces de Liège et de Namur. Donc il y a des frontières qui bougent et qui vont bouger effectivement en 1814-1815 jusque 1818. Alors toute l'ambiguïté du devenir du Luxembourg sous l'égide de Guillaume tient dans les premiers articles de la Grondwet, de la loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas. Si, conformément à l'article 67 du traité de Vienne, l'article 1 de la Grondwet, trouvé ici, ne cite pas le Luxembourg parmi les provinces du Royaume, il indique d'emblée qu'il sera régi par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec la Confédération germanique. Alors, il y a d'autres articles, par ailleurs, dans la Grondwet qui sont importants. L'article 77 note qu'il y aura des députés luxembourgeois aux États généraux, et l'article 79 précise qu'ils seront inclus dans le quota belge. Il y avait 110 membres, 55 belges, 55 néerlandais, et dans la discussion, d'ailleurs, autour de cette loi fondamentale à laquelle toute une série de notables belges ont participé, dans cette discussion, les Belges, curieusement, certains d'entre eux ont plaidé pour qu'il y ait 55 Belges plus 4 luxembourgeois. Ce qui, quelque part, montrait bien que voilà, cette réalité d'être une province comme les autres, oui, non, on peut discuter. Toute la gestion du Luxembourg entre 1815 et 1830 est donc marquée par ce paradoxe initial. En droit, le Luxembourg est un État allemand, possédé à titre spécifique par le roi des Pays-Bas, mais il est du reste géré comme une province, à l'image des autres provinces de ce royaume des Pays-Bas. Du point de vue religieux, en 1823, le Luxembourg, qui à l'époque française avait été rattaché à l'évêché de Metz, passe à celui de Namur. De même, Guillaume ne tient aucun compte, ou pratiquement aucun compte, de l'attribution du duché de Bouillon au Grand-Duché, qui est évoqué dans le traité de Vienne, qui est évoqué également dans le deuxième traité de Paris, puisqu'il en rattache une partie du côté de Jeudine. C'est une partie qui revient au moment du deuxième traité de Paris, il la rattache à Namur. Et la confusion est entretenue par tout le monde, puisqu'en 1819, par le protocole de Francfort, la Confédération germanique confirme à Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, et donc non pas grand-duc de Luxembourg, la possession de tout ce qui, en 1790, constituait les Pays-Bas belgiques, donc entendez les Pays-Bas autrichiens, la principauté de Liège et le duché de Bouillon. Et donc, dans le texte, on semble ainsi reconnaître que ce dernier ne fait pas partie du Grand-Duché de Luxembourg et donc de la Confédération germanique. C'est assez ambigu sur ce point. Alors, sur le...
Quant au statut du Luxembourg dans la Confédération germanique, le roi va fonctionner à minima. Alors il y a plusieurs obligations qu'il est censé respecter, qu'il ne respectera pas, et on ne lui tapera pas sur les doigts pour la cause. Il ne crée pas d'organes législatifs, exécutifs et judiciaires qui lui seraient propres. Or, l'article 13 de la Constitution de la Confédération germanique prescrivait la création d'assemblées locales spécifiques dont Guillaume ne fait pas grand-chose. Il applique peu la législation émanant de la Confédération. Il ne crée pas d'armée luxembourgeoise en tant que telle, contingent pour cette confédération. Les conscrits du Grand-Duché vont faire leur service dans un régiment hollando-belge à Namur et à Maastricht. Il n'établit pas d'administration fiscale distincte et il lève donc les mêmes impôts que dans le reste des Pays-Bas. Le trésor du royaume, en réalité, du royaume des Pays-Bas, paye directement la contribution à la diète de la Confédération germanique, qui voilà, se satisfait finalement de ce qu'on pourrait considérer comme une bizarrerie, c'est un peu comme si elle était subventionnée par un gouvernement étranger à la Confédération, c'est un peu particulier. Enfin, concernant la forteresse, il y a toute une série de droits dont Guillaume pouvait user, notamment en termes de nomination et de droits partiels de garnison, dont il use extrêmement peu. Et donc, sans pour autant que la Confédération ne lui en fasse vraiment grief, on le voit assez peu désireux de s'affirmer, finalement très présent en tant que prince allemand. Mais revenons à 1815, la Grande Ouette révisée, donc la loi fondamentale révisée, n'est adoptée par les notables belges, qui par ailleurs étaient désignés par le roi, que très difficilement, et au prix de l'application de la fameuse arithmétique hollandaise, qui fait que les abstentions valent approbation, comme on le sait, trop. Parmi ces notables, 73 sont luxembourgeois, ce qui est là aussi une nouvelle preuve d'indifférenciation entre les provinces, et ils votent tous, quant à eux, favorablement. Alors, ceci étant, quand on lit, et notamment Albert Camus faisait remarquer qu'alors l'arrondissement de Marche-Saint-Hubert faisait encore partie de l'ancien département de Sambre-et-Meuse, et de ce côté, il y a eu des refus et des abstentions, au nombre de 10 sur 22. Donc quand on dit que tous ont voté, oui, mais il y avait cet arrondissement de Marche-Saint-Hubert qui n'avait pas encore fait retour à ce moment-là. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le nouveau régime ne commence pas avec un a priori défavorable du côté du Luxembourg et du côté singulièrement de sa partie germanique. Pourtant, il va au fil des années voir croître un mécontentement certain, sur un mode donc différent de ce que l'on peut constater dans le reste de l'espace belge, pour parler ainsi un peu vite. Alors, je ne vais pas refaire ici l'inventaire des revendications, des plaintes, des griefs à l'égard de Guillaume, à l'égard du royaume des Pays-Bas. Dans les provinces du Sud, ce sont des griefs qui s'appuient d'abord, aussi bien chronologiquement qu'en termes de poids relatifs, sur les questions religieuses, notamment la question du serment à prêter au roi et à la loi fondamentale, la question de l'égalité des cultes aussi, qui est mal acceptée, catholiques locaux, sur des questions de liberté individuelle, dont la liberté d'expression et la liberté de presse, sur la minorisation des habitants du Sud face aux habitants des provinces du Nord. Les habitants du Sud sont bien plus nombreux, mais ils occupent très peu de postes à responsabilité. Bien sûr, l'opposition à la politique linguistique, une politique de néerlandisation, et l'opposition à la politique fiscale. Alors, au Luxembourg, plus spécifiquement, même si les autres dimensions ne sont pas totalement absentes, et notamment, on sait que le clergé local a protesté contre la suppression du séminaire de Bastogne, on a protesté contre le fait que les Luxembourgeois sont exclus de pratiquement tout poste clé. Même s'il y a donc des griefs qui portent sur d'autres aspects des choses, il est clair que c'est la question fiscale qui est la plus présente dans les critiques que portent les Luxembourgeois à l'égard du régime et qui vont s'amplifier en 1829-1830. Donc c'est une opposition qui, dans le chef de ses meneurs, est une opposition plutôt bourgeoise, une opposition plutôt de luxembourgeois aisés, qui trouve un écho dans d'autres catégories de la population, moins politisées ou peu politisées, mais qui traverse par ailleurs une période économique et sociale extrêmement compliquée. On peut parler de disette en certains endroits. Une population qui est très très massivement rurale, et donc cette réalité rurale, même si
voit aussi une proto-industrie non mécanisée dans le secteur de la métallurgie, si on voit un appoint du travail à domicile, notamment dans le secteur textile, ça n'est pas finalement le type de réalité économique ou le type de développement que le roi entend promouvoir et entend défendre. Il est clair que la politique du régime, la politique économique du Royaume des Pays-Bas favorise plutôt les grandes régions industrielles, les bassins industriels wallons, en réalité, du côté de Liège, du côté du Hainaut. On sait combien quelqu'un comme Cockerill a été choyé par le régime, et on tend à encourager assez clairement la mécanisation. Et donc, en ce sens, le Luxembourg se sent un peu oublié, un peu abandonné, privé par ailleurs de toute une partie de ses débouchés naturels du côté français. On constate que peu d'investissements sont consentis dans la région, particulièrement en matière de voies de communication. Il y aurait beaucoup à construire ou à moderniser, et peu de choses se font. En revanche, autant on se sent oublié, autant on a l'impression d'être parfois la vache à lait d'un État qui saigne assez amplement la province sans qu'on en retire grand-chose en retour. Le Royaume des Pays-Bas est un royaume qui est très gravement endetté, donc il y a une dette énorme et qui va par ailleurs croissant, que le roi cherche à résorber partiellement en vendant toute une série de domaines et de bâtiments de l'État qui étaient souvent des biens de l'Église qui avaient été nationalisés à l'époque révolutionnaire, par l'intermédiaire de ce qu'on va appeler le syndicat d'amortissement de la dette, créé en 1822, et le Luxembourg va être à ce moment-là effectivement dépossédé en quelque sorte de toute une série de bâtiments, de couvents, églises, châteaux parfois, et de centaines d'hectares de forêts. À tel point que dans la région, on a plus volontiers tendance à parler de syndicats d'engloutissement ou de syndicats des ténèbres que de syndicats d'amortissement, qui était le titre officiel. Alors il y a aussi de très nombreuses taxes qui ont un impact très lourd sur le Luxembourg, beaucoup de taxes indirectes, des accises, qui grèvent le prix du sel, de l'alcool, du sucre, mais aussi du vin, ce qui a un impact non négligeable en Moselle. Et donc ce poids des impôts est même si lourd qu'en 1829, les viticulteurs décident en fait de ne pas récolter, parce que quelque part ils y perdent, ou en tout cas ils n'y gagnent pas grand-chose. On vise également les distilleries agricoles, avec un cercle vicieux qui s'enclenche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent en quelque sorte racketté, pas réévoquer des points d'une actualité brûlante, mais néanmoins, la fraude devient monnaie courante, entraînant des contrôles qui sont de plus en plus tatillons, de plus en plus tracassiers, que l'on vit de plus en plus mal, entraînant en réponse des violences et un phénomène de dénonciation des fraudeurs qui s'amplifie aussi. Et le même processus vaut pour toute une série d'autres taxes, notamment la taxe sur de la mouture des céréales panifiables, qui est une forme d'impôt sur le pain en réalité, ou la taxe qui porte sur l'abattage du bétail. Et dans tous ces cas-là, il y a un vrai bras de fer qui s'engage entre des habitants qui se sentent en quelque sorte persécutés et floués injustement, avec les agents censés venir vérifier et censés venir récolter ces taxes en question, qui vont multiplier les visites domiciliaires, qui sont là aussi extrêmement mal vécues. Ces visites sont génératrices de violence, et quand on sait qu'une part des amendes infligées en cas de non-paiement ou en cas de fraude revenait directement dans la poche de celui qui venait à domicile inspecter, on imagine bien comment une situation pouvait assez rapidement dégénérer et comment une atmosphère pouvait être particulièrement tendue. Alors à partir de 1828-1829, dans l'ensemble des provinces du Sud, les diverses formes d'opposition qui jusque-là avaient fonctionné un peu séparément. Vous avez une opposition catholique, avec ses propres griefs et revendications, une opposition libérale, plusieurs générations successives de libéraux belges. Elles vont se rapprocher, plus ou moins temporairement, en disant qu'on fait taire ce qui divise pour justement mener le combat qui rapproche. C'est ce qu'on appelle l'unionisme, pour réclamer un changement de cap et pour réclamer une séparation administrative, c'est-à-dire en réalité davantage d'autonomie interne. On dirait peut-être plus volontiers aujourd'hui fédéralisme, ce n'était pas le terme qui était employé à l'époque. On se fait entendre de diverses manières, on peut se faire entendre par la presse, mais la presse est très censurée par ailleurs, et des journalistes assez fréquemment emprisonnés.
On peut utiliser le droit de pétition également, et on utilise ce droit de pétition. Il y a 2 vagues de pétitions successives à la fin de ces années 1820. La première ne trouve pas réellement écho au Luxembourg. En revanche, la seconde davantage, dans la partie wallonne du territoire, ce qui permet de se rendre compte que l'information finalement ne circule pas aussi mal que ce que d'aucuns pouvaient dire entre les provinces, et qu'une partie des habitants, au moins, partagent une série de griefs communs qui vont au-delà des griefs fiscaux, qui sont majeurs, mais que d'autres griefs peuvent être partagés. Le clergé local, dans la partie wallonne, s'est impliqué davantage, alors que du côté germanique, il est resté beaucoup plus discret. Alors, de nombreux historiens luxembourgeois ont dressé une chronologie assez fine des événements révolutionnaires survenus dans le Luxembourg en septembre et octobre 1830. Les causes de rébellion divergeaient, je viens d'y insister. Ceci étant, les Luxembourgeois ont bien, comme les autres provinces belges, œuvré à la séparation du royaume des Pays-Bas. Alors bien sûr, dire les Luxembourgeois, comme les Belges d'ailleurs, est réducteur. Les révolutionnaires réellement actifs sont une minorité agissante dans les 2 cas, mais effectivement, sauf dans la ville de Luxembourg, citadelle prussienne, en tout cas la garnison prussienne est très présente, le reste de la population a suivi ou ne s'est pas opposé au mouvement en tout cas. Alors le premier acte révolutionnaire à Bruxelles, c'est les petits Belges, je ne dirais plus apprennent, mais je veux dire apprenaient ça en son temps. C'est la fameuse représentation de la muette de Portici d'Aubert le 25 août 1830. Une émeute s'ensuit après cette représentation à la Monnaie. Et quelques jours plus tard, les couleurs, qui sont les couleurs brabançonnes, en fait, qui vont devenir les couleurs belges, réminiscence de 1789, sont arborées, plus proche de nous ici ou plus proche de vous, du côté de Bertry, du côté de Marche, du côté de Bastogne. Le 7 septembre, des notables de la ville de Luxembourg écrivent à Guillaume pour lui indiquer qu'ils veulent se solidariser avec ce qui est en train de se passer du côté belge. Et puis, fin septembre 1830, ce sont donc les combats à Bruxelles, autour du parc de Bruxelles, 23-26 septembre. Là, le drapeau brabançon va être vu dans toute une série d'autres villes et villages, à Virton, à Arlon, à Vianden, à Diekirch, puis du côté d'Echternach, d'Esch et de Grevenmacher. Du côté wallon, il n'y a pas d'incident, pas de violence à déplorer à ce moment-là. Du côté germanique, les événements vont s'accompagner de quelques dégradations de biens essentiellement, dégradations de bureaux de douane, de bureaux d'assises, ce qui indique assez clairement quelle était la revendication prioritaire. Alors, il y a l'un ou l'autre employé qui se retrouve houspillé ou molesté, mais il n'y a pas de mort. Donc, si on veut continuer à faire des parallèles, on va dire que, on va espérer que ça continue comme ça pour ce qui concerne la réalité belge, en tout cas, pas le cas en France. Début octobre, un corps de volontaires luxembourgeois est levé, sous la direction notamment de Dominique Claes, et c'est le nom qui, en général, est passé à la postérité. 300 luxembourgeois sous sa direction ont joué un rôle non négligeable dans le combat du pont de Wallem près d'Anvers, dont Pierre Nothomb fera aussi l'un de ses grands moments de lyrisme et de prédilection. Et c'est aussi dans un mouchoir de poche chronologique qu'à Arlon comme à Bouillon, les habitants chassent la garnison présente. Le 4 octobre, à Bruxelles, le gouvernement provisoire qui s'est constitué va proclamer l'indépendance de la Belgique, ce qui, couplé à la défaite militaire des Hollandais, provoque entre le 4 et le 22 octobre le ralliement successif et progressif de tous les districts luxembourgeois à cette révolution belge, sauf la forteresse de Luxembourg. Alors, au plan des principes et des symboles, il y a plusieurs moments forts à retenir. Le 16 octobre 1830, sous l'impulsion d'un jeune avocat originaire de Messancy, sud d'Arlon, formé à l'Athénée de Luxembourg puis à l'Université de Liège, qui est Jean-Baptiste Nothomb, par ailleurs membre de la commission chargée d'élaborer la Constitution, il est un peu partout. Le gouvernement provisoire va déclarer que le Luxembourg fera partie intégrante de la Belgique. Et dans la foulée, Bruxelles nomme un nouveau gouverneur sur place, il s'appelle Jean-Baptiste Thorn, puisque le gouverneur en titre, Wilmar, était resté fidèle à Guillaume. Et c'est à ce moment que le chef-lieu est déplacé, chef de la province est déplacé à Arlon. Le 20 octobre, Guillaume, le roi des Pays-Bas, reconnaît le principe de séparation administrative pour la Belgique, donc l'autonomie interne. Évidemment, il a toujours réagi avec un temps de retard, ce qui fait qu'au moment où il acceptait ce qu'on demandait 15 jours avant ou un mois avant, c'était trop tard.
Donc il reconnaît la séparation administrative, mais pas celle du Luxembourg, s'appuyant sur le texte du traité de Vienne, qui en fait un État distinct. Et donc, là où pendant 15 ans il a joué très souvent à ne pas le considérer comme un État distinct, tout d'un coup ça l'arrange, le fait. Donc il y réaffirme sa souveraineté à ce moment-là, et il en appelle par ailleurs à la Confédération germanique, avec laquelle il a entretenu des rapports distants et éloignés, mais tout d'un coup ça lui serait bien utile aussi. Et là, la Confédération germanique joue un peu la montre. Bon, les États les plus puissants ont, je ne dirais pas d'autres chats à fouetter, mais en tout cas ont une attention qui peut être portée ailleurs. L'Autriche a toute une série de problèmes à régler dans ses possessions italiennes. La Prusse a très peur qu'une intervention un peu précipitée en soutien à Guillaume ne donne une espèce de prétexte facile à la France pour réagir militairement dans l'autre sens, donc pour réagir militairement en faveur de la Belgique. La France ayant effectivement tout intérêt à ce que l'ordre issu de Vienne soit un peu bousculé. Donc il faudra plusieurs semaines pour que la Confédération germanique prenne la décision d'intervenir au Luxembourg, ce qui ne veut pas dire qu'on va le faire. On prend la décision, c'est une chose, ça ne veut pas dire que concrètement on le fait. La communique à la conférence de Londres sur laquelle on va venir, qui est donc le lieu de négociation entre les puissances autour de la question belgo-néerlandaise, et elle la communique finalement davantage sous la forme d'une menace verbale que d'une réelle intention d'intervenir très concrètement. Et en réalité, en transmettant donc à la conférence de Londres et en liant ainsi la question luxembourgeoise à la question belge, la Confédération germanique lâche, ou en tout cas dessert, Guillaume, puisqu'elle conteste ce faisant sa ligne différenciatrice entre la question belge et la question luxembourgeoise, précisément. Et de fait, c'est par la négociation que les puissances essayent de gérer les deux questions. La question belge d'abord, mais la question luxembourgeoise y est mêlée également. Les Britanniques, les Français, les Russes, Prussiens et Autrichiens au nom de la Confédération germanique se réunissent à partir du début du mois de novembre 1830 dans la capitale britannique. La veille, le 3 novembre 1830, les Belges ont élu leur assemblée constituante, qu'on appellera le Congrès national, qui est élu au suffrage censitaire. Et en toute logique, les Luxembourgeois ont été appelés aux urnes. Un peu moins de 6500 électeurs sur 310 000 habitants à peu près, dont 580 capacitaires, ça veut dire des électeurs qui peuvent témoigner d'un certain degré d'instruction, qui disposent de certains diplômes, et ceux-là peuvent à ce moment-là se prononcer, quel que soit leur niveau de fortune, contrairement aux autres. Et il désigne, ce faisant, 16 congressistes, il y a 200 membres au Congrès national, 16 luxembourgeois, Luxembourg historique, dont Thorn à Luxembourg, Nothomb à Arlon et Édouard Duhart à Virton. Le président du Congrès national est un élu de Liège, Étienne Constantin de Gerlache, mais il est originaire de Neufchâteau. Alors, on comprend bien, ce faisant, que la Belgique tente d'aller le plus vite possible, tente d'avancer ses pions au pas de charge, en se disant « tout ce que j'ai engrangé, on ne pourra pas me le retirer », pense-t-elle. Donc elle joue le fait accompli. Et bientôt, 12 congressistes luxembourgeois sur 16 vont voter, ce qui va être un élément ennuyeux au moment de désigner un roi, l'exclusion perpétuelle des Orange-Nassau du trône de Belgique, qui d'ailleurs est toujours d'actualité aujourd'hui. Au cours du mois de décembre 1830, la tension va monter entre les Belges, et le gouvernement doit tenir compte de plus en plus de cette assemblée constituante qu'est le Congrès national. Donc voilà, on sait qu'on est souvent poussé dans le dos par son assemblée parlementaire. Entre les Belges et la conférence de Londres, où les puissances négocient en réalité entre elles, les Belges et les Néerlandais étant dans le couloir en attendant qu'on vienne les chercher pour leur expliquer ce qu'on a décidé pour eux. Au Congrès, plusieurs pétitions d'habitants du Luxembourg viennent soutenir la Belgique. Si on dépouille et si on lit les actes du Congrès national, on voit à intervalles réguliers arriver mention de pétitions de tel ou tel village en soutien à cette cause belge. Et Édouard Duhart s'enflamme, quelques petites citations, et il dit ceci: « Les Luxembourgeois sont décidés à mourir plutôt que d'être séparés des Belges qui les reconnaissent ici pour leurs frères. » Grand lyrisme. En revanche, Jean-Baptiste Nothomb, au sein du comité diplomatique, fourbit ses armes sur un ton qu'il veut beaucoup plus dépassionné et juridique, parce qu'il sait que relayer trop vivement certains propos de tribune insistant sur la volonté populaire supposée par Guérin d'être rattaché à la Belgique ne produira que très peu d'effets, voire au contraire une espèce d'effet repoussoir sur les ex-alliés de 1815,
ça risquerait en réalité d'ouvrir la boîte de Pandore des nationalités au niveau européen. Il y a une phrase de Metternich qui oppose ainsi la possession légitime à la folle souveraineté populaire. Donc, on est effectivement dans cette mouvance-là. Aux yeux de Jean-Baptiste Nothomb, la question du Luxembourg est la question belge tout entière, la cause est la même, dit-il. Et il argumente, historiquement, le Luxembourg est partie intégrante de la Belgique et n'a pas de relation particulière avec l'Allemagne avant 1814. Les premiers actes des Alliés en 1814-1815 sont allés dans ce sens et cela n'a évolué qu'en raison de la substitution de territoires entre les principautés allemandes de Nassau et le Luxembourg. Et donc Nothomb revient là-dessus, il fallait que le grand-duc reste prince allemand et donc que le Luxembourg intègre la Confédération germanique, mais il n'y avait-il pas d'autres raisons. Que ce Luxembourg soit belge en 1830 ne pose, dit Nothomb, aucun problème de droit. D'une part, Guillaume a toujours traité le Luxembourg comme une province classique, ça n'est pas faux. Et d'autre part, dit-il, la Confédération germanique, ce n'est rien d'autre qu'une alliance offensive et défensive. Le Luxembourg peut parfaitement, en demeurant en son sein, changer de chef d'État, tout comme une ville libre allemande changerait son système d'élection. Alors, reste une petite subtilité qui est la question successorale au sein de la famille de Nassau, qui est une vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, où la famille s'était scindée en deux branches, la branche aînée dite valramienne et la branche cadette dite ottonienne, et c'est cette branche cadette qui a pris le nom d'Orange-Nassau, qui a dirigé les Provinces-Unies et qui a obtenu donc la garde des fameuses principautés échangées en 1815 contre le Luxembourg. Or, au XIIIe siècle, les deux branches avaient signé un pacte successoral par lequel il était dit que si l'une s'éteignait dans les mâles, l'autre pourrait prétendre à sa succession. Et c'est un pacte qui a été confirmé à plusieurs reprises au fil de l'histoire, la dernière fois en 1783, en étendant le droit de succession réciproque non seulement aux territoires possédés à ce moment-là, mais aussi à ceux à venir. Et donc, si le Luxembourg échappe à Guillaume, il doit indemniser à l'avance ses parents, ses agnats, de la branche aînée, de la branche donc valramienne, qui sont en quelque sorte frustrés de leurs espoirs putatifs si la branche cadette s'éteignait. Alors, Nothomb est bien conscient qu'il y a cette question du pacte successoral qui joue, mais pour lui, elle n'a plus de raison d'être, depuis une loi de 1816 par laquelle Guillaume a décidé de ne pas transmettre en héritage le Luxembourg à son fils cadet, mais qu'en échange, il lui a assigné des biens dans la région de Bréda. Donc, pour lui, le Luxembourg n'est désormais plus concerné par cette question. C'est une interprétation qui partage, je ne dirais pas presque seul, mais en tout cas que les puissances ne vont pas reprendre à leur compte. Elle est contestée par Guillaume, elle est contestée par la conférence de Londres, mais lui, en tout cas, résout ce problème-là de cette manière. La position belge est donc claire. Le Luxembourg fait partie intégrante de la Belgique, ne peut pas en être détaché. À Londres, en revanche, les puissances disent tout autre chose. Le 20 décembre 1830, elles reconnaissent l'indépendance de la Belgique, ce qui n'était déjà pas gagné, hein, donc les Belges auraient pu être très contents de cela, mais on n'est jamais content quand on vient de faire sa révolution, donc pour eux c'est pas assez, parce qu'on ne reconnaît pas, notamment, le détachement du Luxembourg. Les puissances attirent en outre la très sérieuse attention des Belges sur la légitimité d'une action qui serait menée par la Confédération germanique pour remettre un petit peu de l'ordre dans l'affaire. Dans la foulée, Guillaume va doter le Luxembourg, dont il ne contrôle plus que la ville citadelle, d'une administration particulière, donc il fait ce qu'il aurait pu ou dû faire en 1815, le libère de la Grande Touette et y crée des finances séparées. Alors, pour contrer cela ou pour faire acte de présence effective, début janvier 1831, Thorn et Nothomb parcourent le Luxembourg pour essayer de rassurer la population et dire que le Congrès national ne les abandonnera pas. Et c'est d'autant plus utile qu'on leur demande en réalité à ce moment-là le paiement anticipé du premier semestre de la contribution foncière, et que dès lors il fallait mieux aller se montrer en disant si payez, mais on vous assure, derrière on ne vous laissera pas tomber. Jusqu'à ce que. Au moment de décréter en quelque sorte les conditions du divorce entre les Belges et les Néerlandais, ce qu'on va appeler les bases de séparation, les puissances, on est la fin janvier 1831, stipulent que le Luxembourg, possédé à titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique. Ce faisant, ils ont mis la possession belge.
comme il nie également celle d'autres régions contestées dont le sort est mêlé dans les débats à celui du Luxembourg. C'est toute une partie du Limbourg du côté de Maastricht et de Venlo, et c'est également la Flandre zélandaise, c'est toute la question des rives de l'Escaut et de qui contrôle les rives de l'Escaut. Au Congrès national, Joseph Lebeau, qui est un hutois qui va être occupé de très nombreux postes, dont ministre des Affaires étrangères à plusieurs reprises, s'insurge. Il faut dire à la conférence de Londres que la question des frontières, que la question des limites ne la regarde pas. Seul notre Congrès est légitime pour la fixer. Pour autant, est-ce qu'il faut protester officiellement contre les bases de séparation? Ne pas le faire ne risque-t-il pas, et ça c'est Nothomb qui se pose la question, d'invalider tout vote du Congrès national au sein duquel s'expriment des membres élus dans le Luxembourg, notamment. D'autres congressistes interviennent à ce moment-là dans le débat, dont le baron de Stassard, qui est catégorique, qui dit « Quant au mandat de nos collègues du Luxembourg, il n'appartient pas aux plénipotentiaires de Londres de les infirmer. Ces honorables députés les tiennent du peuple et de l'assentiment du Congrès national. » Et effectivement, dans le texte constitutionnel belge du 7 février 1831, le Luxembourg fait bien partie des provinces que l'on énumère à l'article 1 de la Constitution, avec cette réserve que l'on maintient quand même pour ne pas se mettre complètement les puissances à dos, sauf les relations avec la Confédération germanique. Guillaume, à ce moment-là, par stratégie et par tactique, va accepter les bases de séparation, donc les conditions du divorce d'avec les Belges, en réalité parce qu'il sait très bien que les Belges vont les refuser, et que donc il pourra passer pour le gentil à ce moment-là. Les Belges les refusent, d'autant qu'on parle ici de la question luxembourgeoise, mais ces bases de séparation ont des implications très lourdes en termes de partage de la dette et en termes de neutralité imposée, ce statut que la Belgique va conserver jusqu'à la guerre 14. Début février 1831 intervient l'élection du premier souverain belge, élection qui se fera en 2 temps, puisque le premier épisode sera finalement un pétard mouillé. Le premier épisode voit émerger Louis de Nemours, qui est le fils mineur du roi des Français, Louis-Philippe, et le Luxembourg intervient à plusieurs reprises dans le débat. Certains congressistes du Luxembourg, mais pas seulement, évaluent les candidats à l'aune de leur intérêt pour l'intégrité territoriale ou à l'aune de leur acceptation ou non des bases de séparation. Alors on sait comment Louis-Philippe, en renonçant au trône pour son fils, dont les autres puissances n'auraient jamais pu s'accommoder, a surtout réussi à écarter un autre candidat, le duc de Leuchtenberg, qui était le fils d'Eugène de Beauharnais et d'Amélie de Bavière. En gros, c'était le candidat des bonapartistes, et donc il fallait absolument l'écarter le plus rapidement possible. Donc bien joué, sauf pour les Belges qui n'ont pas droit, et qui doivent donc pourvoir à une régence. Le régent s'appelle Surlet-Choquier, et le 10 mars 1831, il reproclame, il réaffirme l'appartenance du Luxembourg à la Belgique. Petite expression idiomatique, ça ne mange pas de pain, de toute façon. En avril, les volontaires de Dominique Claise, les volontaires luxembourgeois, qui sont désormais à peu près 500, sont incorporés dans l'armée belge régulière. On poursuit cette intégration. On mobilise des gardes forestiers et on crée 2 bataillons de tirailleurs francs du Luxembourg, presque 125 volontaires. Les semaines passant, cependant, certaines inquiétudes se font jour et l'ambassadeur français Talleyrand, on connaît tout le talent, laisse entendre que la Belgique, finalement, peut-être pas si pérenne que ça, et qu'elle pourrait très bien être démembrée, puisque visiblement, elle n'arrive pas à se trouver un roi, on n'arrive pas à s'entendre avec elle au niveau du divorce, c'est compliqué. Et dans ce cas, à suivre Talleyrand, le Luxembourg wallon échoirait à la France, et le Luxembourg germanique à la Prusse. Ce qui, on le voit, est déjà l'introduction de cette possibilité de division qui va intervenir par la suite. En avril-mai 1831, la conférence de Londres souffle le chaud et le froid. Sous l'impulsion des cours du Nord, donc de la Prusse, de l'Autriche, de la Russie, elle semble un temps vouloir menacer très sérieusement les Belges d'une réaction militaire si on n'évacue pas le Luxembourg pour le 1er juin. Il y a un ultimatum qui est donc fixé aux Belges. Mais les Anglais vont calmer le jeu parce qu'ils ont un objectif premier, c'est d'assurer l'élection de leur candidat favori qui devient le candidat européen, qui est Léopold de Saxe-Cobourg. Et donc, progressivement, les Autrichiens et les Prussiens semblent prêts à bouger, à évoluer et peut-être à accepter que le Luxembourg soit belge sans autre forme de procès. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se mettent à bouger ? Parce qu'ils réalisent que Guillaume n'a pas énormément de partisans, il n'a plus énormément de partisans au Luxembourg. Le mouvement orangiste
n'y séduit guère, parce qu'ils savent que la candidature de Léopold est la meilleure, ne serait-ce que parce qu'elle ennuie les Français, c'est une première chose, parce qu'ils comprennent que si la Belgique se pérennise, le Luxembourg, la ville de Luxembourg, n'aura plus la même importance stratégique, et enfin parce que la perspective de voir le roi d'un pays libéral, parce que quand on lit la constitution belge, c'est quand même très clair, élu par une assemblée et qui pourrait siéger à la diète de la Confédération germanique, ça ne les amuse pas du tout, ça les effraie au plus haut point, donc à la limite, loin de nous. Fin mai 1831, les puissances s'entendent alors pour proposer aux Belges et aux Hollandais une solution transactionnelle. Voilà, le Luxembourg pourrait peut-être être conservé par les Belges, moyennant à tout le moins la renonciation à Maastricht-Venlo, région de Limbourg, contestée, et la Flandre zélandaise. On parle de juste compensation qui serait octroyée pour le Luxembourg. Ça, c'est ce que les puissances se disent entre elles. Dans la communication qu'elles font aux Belges, elles sont beaucoup plus évasives parce qu'on sait que annoncer aux Belges qu'ils vont perdre la partie contestée du Limbourg, ce sera inaudible, inadmissible pour le Congrès national. Et donc on va noyer un peu le poisson, et dans la communication, on va parler d'une indemnité équitable contre le Luxembourg, ce qui sonne un peu comme plutôt un arrangement financier. On va payer en réalité pour l'obtenir. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'élection de Léopold, qui lui-même a dit « Moi, je veux bien venir, je veux bien devenir roi des Belges, mais je veux que les Belges acceptent, se réconcilient avec les puissances et acceptent les conditions de séparation qui leur seront faites. Je ne prêterai pas serment sans cela, et on sait que tant qu'il ne prête pas serment, il n'est pas roi des Belges. » Il est élu le 4 juin 1831 par le Congrès, alors même que celui-ci n'a pas encore accepté les conditions du divorce et que l'ultimatum des puissances du premier a expiré. Donc on est dans une situation un peu tangente. C'est à ce moment-là que Joseph Lebeau, Jean-Baptiste Nothomb et Paul Devaux vont négocier, trois juristes belges vont aller négocier âprement un traité, un projet de traité dit des 18 articles, au terme duquel les bases de séparation sont modifiées de telle manière à les rendre acceptables par les Belges. Et que dit-on dans ce traité des 18 articles? Que la question du Luxembourg devra être réglée plus tard, par une négociation bilatérale entre Belges et Néerlandais, après l'avènement du roi, via des compensations financières. La Flandre zélandaise est perdue, ça on l'acte, mais le Limbourg contesté pourrait être partiellement belge, moyennant un échange d'enclaves, moyennant un échange de territoire. Alors, rien n'est réglé pour autant, parce qu'on dit « pourrait », parce que c'est conditionné à des négociations ultérieures, et parce que les Belges sont en fait en position de demandeur sur tout face à Guillaume. Donc rien n'est acquis. Les Belges acceptent ces 18 articles, les ratifient. En revanche, cette fois-ci, c'est Guillaume qui dit non, qui les rejette avec fracas, menaçant de reprendre les hostilités qui avaient été interrompues en novembre 1830. Alors la suite des événements est bien connue. Le 2 août 1831, les troupes du prince d'Orange et de Bernard de Saxe-Weimar font irruption en Belgique, dont l'armée est mal organisée, mal équipée, elle résiste difficilement, hein, il y a des choses qui restent comme ça un peu d'actualité. Et au terme de la fameuse campagne des 10 jours, cette armée belge est encerclée à Louvain, en réalité il y a 2 corps d'armée, mais je ne rentre pas dans les détails, et le retrait des troupes néerlandaises n'est obtenu que par l'intervention en soutien de la France. Et pour les autres puissances, dire que la France vient militairement porter aide aux Belges, ça ne les arrange quand même qu'à moitié. Même si elle est mandatée par les autres puissances, on a quand même bien peur qu'elle ne reparte plus. Hein, quand même toujours cette inquiétude. Alors les Belges se sont montrés bien incapables de se défendre et leur crédibilité est se faisant entamer. Ce qui veut dire que le traité des 18 articles qui leur convenait relativement bien, c'est fini. Il est considéré comme caduc et on va en arriver à un nouveau texte, un nouveau projet de traité bien plus favorable à Guillaume qui sort vainqueur de cet épisode. Alors la France a bien tenté encore d'appuyer la cause belge concernant le Luxembourg jusqu'en octobre, pas spécialement par philanthropie, mais dans l'intérêt de sa propre sécurité militaire, mais elle doit céder. Et le traité des 24 articles du 15 novembre 1831 démembre le Luxembourg historique selon une ligne de partage linguistique, mais aussi stratégique en réalité, la Belgique se voyant donc adjoindre la moitié occidentale wallonne, tandis que le Grand-Duché restant aux mains de Guillaume et au sein de la Confédération germanique est réduit à sa partie germanique,
avec 2 dérogations toutefois à ce principe. Un tiers de la zone germanique du district de Bastogne, autour notamment de Martelange et Tintange, sera belge, tout comme la région d'Arlon. On parlait plus volontiers l'allemand, on trace une ligne qui va de Longwy à Nothon, c'est aussi un autre village, ce qui concerne un peu plus de 20 000 habitants. Et là, c'est notamment les Français qui ont pesé sur ces 2 dérogations pour des questions qui sont, des raisons qui sont essentiellement des raisons militaires. Ce qui veut dire que quand on regarde, Bruxelles et Guillaume reçoivent chacun à peu près le même nombre d'habitants, 175 000, mais la Belgique a les 4 300 km² les plus pauvres et Guillaume les 2 800 km² les plus pauvres. Pour compenser la perte du Luxembourg occidental, il reçoit davantage que ce qui était prévu dans les 18 articles du côté du Limbourg, toute la rive droite de la Meuse limbourgeoise, en réalité lui échouant. Alors on imagine bien que du côté belge, on a très mal accepté ces 24 articles, mais les Belges sont sonnés par la défaite de la campagne des 10 jours et ils approuvent le texte. À la Chambre, 4 luxembourgeois ont voté contre et notons 7 abstenus. Comme luxembourgeois, dit-il, il ne peut admettre le démembrement, mais comme belge, il redoute de mettre le pays lui-même en péril s'il défie encore les puissances. Et ça, c'est quelque chose qu'il dira encore en 1838-39. Guillaume, de son côté, refuse le texte, qui demeure donc inappliqué. Commence alors... Ah, ça c'est dommage, enfin, je vous laisse regarder la vignette que j'aurais dû passer juste avant. Va commencer alors une longue période de stagnation, de provisoire, qui semble aux yeux des Belges, ou qui va sembler aux yeux des Belges, tellement ancrée dans une réalité quotidienne qu'ils ont l'impression que ça va devenir définitif, que Guillaume ne signera jamais, ne ratifiera jamais le traité. Alors, au Luxembourg, ça signifie que tout le territoire vit sous régime belge, du point de vue politique, douanier, fiscal, policier, militaire, tout ce que vous voulez, sauf la ville forteresse et un rayon d'action stratégique autour de Luxembourg, dont les habitants sont là sous la direction directe, évidemment, de Guillaume, qui va d'ailleurs, à partir assez rapidement, y entamer une politique de germanisation. Ils n'ont aucun contact avec les autorités belges, ce qui conduit parfois à des situations compliquées en matière de gestion de territoire, de terre, par exemple, où il faut payer un impôt, on est habitant de la ville de Luxembourg, on a des terres en dehors, il faut payer les impôts aux Belges, et il faut en passer par toute une série d'intermédiaires pour résoudre cette question. Placé sous régime belge, le Luxembourg ressent parfois une certaine amertume. Exemple, dans le domaine scolaire, la Constitution belge proclame la liberté d'enseignement, ce qui fait que les pouvoirs publics sont assez peu incités à investir dans ce domaine. C'est une des victoires, quelque part, de l'Église dans cette Constitution. Toute l'initiative lui est laissée, singulièrement dans les régions les plus catholiques. Et en ce sens, on peut parler de régression par rapport à l'époque précédente, par rapport au Royaume des Pays-Bas, où Guillaume s'était montré assez volontariste, notamment en matière de scolarisation primaire. Par ailleurs, en termes d'entretien ou de construction des routes, le régime belge qui ne roule pas sur l'or, par ailleurs, c'est un grand classique, ne fait guère mieux que son prédécesseur, et donc le Luxembourg demeure très, très enclavé, ou en tout cas a l'impression toujours d'être assez peu considéré. Décembre 1831, il y a une timide tentative de contre-révolution orangiste qui est fomentée par quelques notables issus de la ville de Luxembourg et du côté du canton de Remiche aussi. Ceux dont le souvenir s'est le mieux transmis quelque part, le nom sonne encore aux oreilles, c'est la bande des Tornacos, 2 frères, Victor et Auguste, dont l'engagement au départ venait surtout de leur peu d'envie de payer l'impôt aux Belges, en réalité. Ils se rapprochent d'un groupe de douaniers et ils tentent vainement de soulever le pays en marchant vers Esch et vers Ettelbruck. De son côté, le président du conseil de gouvernement désigné par Guillaume pour gérer la ville citadelle de Luxembourg va lui aussi essayer de monter un petit corps de volontaires orangistes, va essayer aussi de rallier les gardes forestiers, mais tous ces volontaires, par ailleurs assez peu nombreux, ne vont pas vraiment sortir beaucoup du rayon stratégique autour de la citadelle et beaucoup vont d'ailleurs déserter lorsqu'on refusera de leur payer une solde plus élevée que ce qu'on leur avait promis au départ. Et donc, en quelques jours,
le mouvement va montrer son impuissance. On va tenter de le relancer en 1832, mais sans beaucoup plus de succès. Donc on peut dire qu'au-delà de 1832-33, cet orangisme a un peu disparu. Pour la petite histoire, en 1836, Auguste de Tornaco passera dans le camp belge, deviendra conseiller communal. Son frère Victor sera plus tard chef de gouvernement au Grand-Duché de Luxembourg. Cet épisode orangiste aura d'étranges implications ou d'amusantes implications. Certains volontaires ont été emprisonnés et arrêtés, et on les a emprisonnés du côté de Namur, où ils finiront par être acquittés après jugement, hein, les Belges montrant par là leur grande ouverture d'esprit et même pas peur, hein, donc voilà, on vous acquitte. Ce faisant, des agents de Guillaume vont enlever le gouverneur Jean-Baptiste Tendre comme monnaie d'échange, suscitant l'arrestation en retour comme otage d'Antoine Pescator, qui est un orangiste notoire, par des agents belges. Alors tout ça va s'arranger à la fin de l'année 1832, parce qu'on va échanger un prisonnier contre l'autre, qu'on va relâcher les acquittés, etc. Et donc, voilà, un joyeux melting pot à ce moment. Le provisoire est aussi troublé par une reprise des hostilités en la deuxième moitié de l'année 1832. On a très envie que Guillaume évacue la forteresse d'Anvers, où les troupes hollandaises se trouvaient toujours, et que la liberté de navigation sur l'Escaut soit assurée. Ce qui fait que les Français et les Anglais vont donner un coup de pression. Les Français vont de nouveau entrer en Belgique, aller se positionner devant Anvers. Les Britanniques vont assurer un blocus des côtes néerlandaises. Et 21 mai 1833, une convention entre Français, Britanniques et Hollandais va modifier le provisoire, si vous voulez. Guillaume va évacuer Anvers, mais il ne va pas évacuer deux plus petits forts assez proches, qui s'appellent Lilo et Liefkenshoek, sur l'Escaut, peu importe, ce qui donne un prétexte aux Belges pour ne pas appliquer leur part des 24 articles et donc pour ne pas quitter les territoires du Limbourg et du Luxembourg, qui normalement ne leur sont plus attribués, mais comme Guillaume ne signe pas le traité, ben, on y demeure présent. Guillaume doit du reste accomplir toute une série de démarches en direction de la diète germanique et de ses parents, hein, dont on a parlé tout à l'heure, les fameux Agnats de Nassau, concernant les échanges de territoires, et il y met assez peu d'empressement, ce qui fait que la conférence de Londres, en novembre 1833, se sépare sur un statu quo en disant « écoutez, il n'y a plus de raison qu'on tienne cette conférence quelque part en éveil, quand vous serez décidé à signer, on se réunira à nouveau ». Et rien ne va bouger jusqu'au 14 mars 1838. Ce jour-là, Guillaume décide de donner son adhésion au traité pour de multiples raisons. La lassitude, la pression de l'opinion publique hollandaise qui en a assez d'entretenir une armée sur pied de guerre, le désir de renouer des bonnes relations diplomatiques, notamment avec Londres, avec Paris, et puis la déconfiture de l'orangisme en Belgique même. Il y a eu des moments de fièvre orangiste assez importante et des émeutes. Également dans un sens et dans l'autre autour de l'année 1834, il y a un pôle orangiste à Gand, mais on voit bien, 1838-39, que les choses sont en train de s'étioler. Alors les Belges sont très inquiets d'entendre que Guillaume veut signer, et la Prusse elle-même met un peu d'huile sur le feu d'ailleurs, puisque à Strassen, près de Luxembourg, un détachement de soldats prussiens va sortir de la forteresse et va aller abattre l'arbre de la liberté locale porteur du drapeau belge à la grande fureur des habitants. Donc il y a un petit moment de tension, de fièvre qui intervient. Et à la Chambre belge, le 30 avril 1838, le député Gérard Metz, qui était élu de Grevenmacher, lance une adresse au roi Léopold et dit « Sire, en 1830, des circonstances malheureuses menaçaient la Belgique du douloureux sacrifice de nos frères. Peut-il se consommer aujourd'hui que 7 années d'existence commune les ont attachés avec la Belgique ?» Alors dans un premier temps, le roi et son chef de cabinet, qui s'appelait Barthélemy de Theu, tentent d'obtenir des concessions, disent aux puissances, la situation de 1838 n'est pas celle de 31, donc le traité doit changer, il faut tenir compte des années qui viennent de s'écouler, mais les puissances ne bougent pas. Les clauses territoriales des 24 articles doivent, dit-elle, être respectées, et la Prusse dit même être prête à déclarer la guerre si nécessaire. Alors en Belgique, une opposition se met en place, du côté des radicaux, on va dire, qui sont d'une manière générale déjà très critiques à l'égard du roi et de son gouvernement, mais également dans le camp catholique, qui ne veut pas perdre une région acquise à sa cause, et qui donc se font entendre. Des appels à la résistance sont lancés par des gens comme Alexandre Jean Debien, on en reparlera, ou Lucien Joutran. Des comités de mobilisation sont fondés, des pétitions émanent de tous les cantons menacés. Et le rapporteur de la commission que l'on a chargé à la Chambre de réviser, de revoir cette question des traités, dit simplement que finalement le gouvernement belge n'a pas le mandat pour le signer, que le traité de 1831 est nul et non avenu, et que la royauté prendrait le risque de la désaffection si elle le signait tel quel. Et il dit, c'est aux puissances européennes
à voir si, pour faire passer 360 000 Belges sous un joug qui leur était insupportable et qui leur est maintenant odieux à toujours, elles veulent s'exposer à d'autres commotions politiques dont on ne saurait prévoir toutes les suites. Alors, Léopold est plus prudent, il dit quand même, oui, on aimerait bien être entendu, mais ça m'étonnerait quand même que les cours du Nord et de la Confédération germanique ne bougent. Et pourtant, le 13 novembre 1938, à l'ouverture de la session parlementaire, et sans l'aval de son gouvernement, on le saura plus tard, Léopold Ier va parler de défendre les intérêts du pays et de défendre les intérêts du Luxembourg avec persévérance et courage. Alors les députés, du coup, se sentent galvanisés par ce soutien royal, mais bientôt une sorte d'ultimatum des puissances est adressée aux Belges sans que le Parlement en soit informé tel quel. On envoie des délégués à Paris, à Londres, ça n'y change rien. L'ambassadeur belge à Londres, Sylvain van de Weyer, fait une dernière proposition. Il dit, tiens, si on détachait militairement, mais pas politiquement, le Grand-Duché de la Belgique, l'Allemagne pourrait y maintenir des troupes, si on faisait ça. Ça n'est pas pris en compte, ça n'est pas accepté. Et arrive ce drame, qui est un drame parlementaire, fondamentalement. Phrase très vibrante. Le 1er février 1839, Guillaume adhère aux propositions des puissances. Le ministère en Belgique parvient à calmer les chambres qui voudraient prendre un ordre du jour très dur, mais le cabinet tremble. Deux ministres, le Lambourgeois Antoine Ernst et le Luxembourgeois Édouard Duhart, démissionnent pour ne pas devoir assumer le traité. L'un de leurs remplaçants, qui est Félix de Mérode, élu de Maastricht, en fait bientôt de même. En revanche, tant Jean-Baptiste Nothomb que le général Wilmar, qui est le fils de l'ancien gouverneur orangiste, mais qui lui avait pris le parti des Belges, tiennent le cap. Et le 4 février 1839, les chambres sont ajournées pour essayer de calmer le jeu, jusqu'au 19. La tension ne diminue pas dans les milieux politiques et militaires, et dans le pays, qui est par ailleurs confronté à une crise économique importante, et ça joue évidemment. Les radicaux sont dans la rue, et dans la partie orientale du Luxembourg, certains sont prêts à offrir par souscription publique une médaille d'infamie aux ministres accusés de les avoir abandonnés. 19 février, les débats reprennent, émaillés par la lecture des pétitions venues de tout le pays. Et tandis que le gouvernement appelle la mort dans l'âme à voter le texte, le tournésien Barthélemy Dumortier invective les ministres et il leur dit très littéralement « Homme d'État misérable, ministre pervers, vous allez prendre une décision que vous allez regretter. » Alors, ils croient évidemment qu'ils sont derrière le discours royal très ferme, alors qu'ils l'ont juste couvert, et donc il ne comprend pas pourquoi maintenant ils sont en retrait. Et il dit ceci, si votre intention était de conduire le pays à jouer un rôle aussi dégradant, pourquoi donc êtes-vous venu nous parler de persévérance et de courage? De la persévérance, vous n'en avez pas. Du courage, vous venez de nous prouver que vous n'en aurez jamais. Applaudissements dans la chambre, applaudissements dans les tribunes. Or, l'agitation dans les tribunes, on le sait, est interdite par le règlement. Donc, un grand moment de tension. Et les sections de la Chambre se mettent alors au travail, dégageant une courte majorité de résignation pour venir demander à ce qu'en séance plénière, on adopte ce texte. Alors, le débat en séance plénière, ce sont 12 jours, avec parfois 2 séances par jour, à partir du 4 mars 1839, avec des paroles de raison. On ne peut pas affronter les puissances. Il en va de l'existence même de la Belgique. À ces paroles de raison répond le lyrisme enflammé de plusieurs députés, et notamment un tournésien qui s'appelait Doignon, et qui va rappeler une phrase choc prononcée en 1831 par un député de Maastricht qui s'appelle Jaminet, et qui avait dit à l'époque « La honte s'abattrait sur tout membre du Congrès national qui céderait un pouce de territoire. » On entendrait dire « Il était du Congrès et il a vendu ses frères. » Et pour Doignon, on en est là, c'est une question d'honneur, de loyauté, que de défendre l'engagement sacré pris envers les Limbourgeois et les Luxembourgeois. La guerre est-elle si terrible, ajoute-t-il. Et finalement, bah oui, la Prusse nous ferait la guerre, et alors? Il a oublié qu'en 1831, super bien passé avec les Anglais. N'est-il pas digne de nous de mourir pour nos frères? Mais surtout, il accuse le gouvernement de sacrifier des Belges à l'égoïsme des intérêts matériels. Et en effet, on a négocié en réalité une réduction de la rente due pour le paiement de la part belge de la dette. Et là, c'est tout le débat, j'ai envie de dire, classique en Belgique sur voilà, pays de mentalité étriquée, petit pays de boutiquiers qui est prêt à céder les grands principes contre de l'argent. Grand classique belgo-belge. D'autres, tels François Doff-Schmidt, qui est élu de Bastogne, et Bastogne est donc dans le territoire non contesté, donc il va rester belge,
va s'intéresser à ce que pensent les populations et il dit je dois vous rapporter le désespoir et l'indignation des populations concernées qui n'entrevoient, si vous les abandonnez, que désastre et que malheur. Nicolas Berger, qui est député de Luxembourg, renchérit et dit « L'immense majorité de cette population préférerait 1000 fois s'exposer à la guerre que de passer de nouveau sous la domination hollandaise. Par un fatal traité, on ravit au Luxembourg son indépendance, sa nationalité, on détruit sa richesse, on ruine son industrie. Après cela, on devrait au moins respecter le seul bien qui lui reste et ne pas méconnaître son patriotisme et son attachement à la Belgique, même ingrate. » Alors, face à de tels discours, Jean-Baptiste Nothomb tente de justifier son vote et il dit « Je ne veux pas appeler la guerre et l'anarchie sur notre province, l'exposer à une occupation militaire. J'ai vu les désastres de 1814, on m'a compté ceux de 1795. À cette dernière époque, on nous a conseillé au nom de l'Autriche de résister à l'invasion française, ce que je vous expliquais en commençant. Ces conseils ont été suivis, nos villages ont été saccagés, nos populations décimées, Dudelange, Esterhalzet ont été livrés aux flammes. Je n'oserais reparaître dans le Luxembourg si j'étais exposé à me dire « Ici a péri un homme pour une cause que je savais désespérée. C'est ainsi que j'entends ma responsabilité. » Et le lendemain, 14 mars 1839, le lendemain de cette phrase de Jean-Baptiste Nothomb, intervient l'événement le plus dramatique, la mort à la tribune d'une crise cardiaque après son discours du député de Courtrai, Beckart Backland, ce qui met évidemment une ambiance tout à fait funèbre sur la chambre, d'autant que son cercueil est resté exposé pendant 3 jours. Le tragique est présent aussi au moment du vote, et ça c'est sans doute la phrase la plus connue de tout ce débat, c'est lorsqu'à l'appel de son nom pour voter, le député montois Alexandre Chandebien, radical, se lève et lance « Non, non, 380 000 fois non pour les 380 000 Belges que vous sacrifiez à la peur. » Et il quitte l'Assemblée en remettant sa lettre de démission sous les applaudissements. La scène est belle, si on veut, elle est inutile aussi, parce que lorsqu'intervient le vote final du traité, 58 députés se prononcent pour, 42 contre, dont tous les élus du Luxembourg et du Limbourg, sauf Detheux qui était élu du Limbourg, et Nothomb qui avait annoncé la couleur. Et ainsi se clôt cet épisode de la Révolution belge dans sa première phase et puis sa dernière phase post-provisoire. Ainsi se termine aussi l'histoire du duché historique de Luxembourg, dont les Belges vont désormais évacuer la partie orientale. L'État luxembourgeois actuel émane en ligne directe de cette période troublée, donc j'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir quelques aspects ce soir. Je vous remercie de votre attention.